À une quarantaine de kilomètres de Paris, posé dans la campagne, Vers-le-Grand. 2400 habitants, l'un des plus petits villages d'Île-de-France. Une atmosphère champêtre et sereine, avec sa charcuterie et sa petite boulangerie, sans oublier sa traditionnelle messe dominicale. Mais à la fin de l'office, ce dimanche, les fidèles sont encore sous le choc du dernier événement à avoir troublé la sérénité des lieux. Chez nous, il n'y a pas de tueur à gages, pas que je connaisse. Bon. S'il y en a eu un dans cette affaire-là, c'est qu'il venait de l'extérieur. On se connaît plus ou moins tous au moins de vue. C'est vrai que c'est pas le genre d'histoire auquel on aurait pensé être confronté, quoi. En octobre dernier, le village a pourtant bien fait la une des journaux, à travers ce fait divers hors du commun. 2 retraités du coin auraient organisé en secret l'élimination d'un rival. Pour leur projet, ils auraient même fait appel au service d'un professionnel du milieu. Pourquoi un tel règlement de compte? Quel était le mobile? Enquête sur l'incroyable épopée des papis vengeurs de Vers-le-Grand. Tout commence au cœur même du village, à l'unique bar-restaurant, le Grand Vertois. Le propriétaire s'appelle Serge Dumas, ici au centre de la photo. Il a repris l'affaire dans les années 80 et depuis, il est très apprécié des habitants, comme le raconte Marie-France, une de ses meilleures amies. Bon, il a fait tout de suite bonne impression à tout le monde. C'était l'endroit, le lieu de ralliement du village. Mais ce n'est un secret pour personne à Vers-le-Grand. La femme du patron entretiendrait une relation avec un autre homme et finit par quitter son mari. Cet homme, c'est Gérard Broncy, un client régulier de la brasserie. Donc je venais là pour déjeuner, quoi. Comme on dit, c'était ma cantine, quoi. Depuis que sa compagne l'a quitté pour Gérard, Serge Dumas ne s'en cache pas. Il est aigri et revanchard. Oui, il commence à me regarder. C'est pas un homme haineux, il n'est pas haineux. Mais il en avait ras-le-bol. Dans le bar, au milieu des discussions de comptoir, un autre client entend parler des malheurs du patron. C'est un chef d'entreprise retraité, André Brunier. Ils discutent tous les deux autour d'un verre. Le patron du café lui parle de Gérard Broncy, celui qui lui a pris sa femme. Le sang du retraité ne fait qu'un tour, car Gérard Broncy lui doit beaucoup d'argent. Il lui a vendu son entreprise d'éclairage et il lui a intenté un procès pour défaut de paiement. Gérard n'aurait jamais payé les traites jusqu'au bout, selon Pascal Poussin, l'avocate d'André. Alors, le fait qu'il ait perdu beaucoup d'argent dans cette affaire, c'est un fait. Et M. Broncy lui doit encore 240 000 €. Donc, à partir du moment où M. Brunier se rend compte effectivement que M. Broncy ne va pas payer, et c'est vrai que peu à peu, l'acrimonie de M. Brunier vis-à-vis de M. Broncy augmente. André Brunier et Serge Dumas se trouvent un ennemi commun et décident de se faire justice eux-mêmes en faisant appel à un tueur à gages. Mais en criminel très amateur, il manque de discrétion. Et rapidement, les gendarmes apprennent qu'un mauvais coup se trame à Vers-le-Grand. Pour un coin aussi tranquille, un projet criminel d'une telle ampleur est un événement. De mémoire d'habitants, aucun homicide n'y a été commis depuis plus de 30 ans. Éric Lallemand, le procureur d'Évry, est immédiatement saisi. Les services de gendarmerie sont obligés, bien évidemment, dans un premier temps, d'approfondir un petit peu le renseignement qui aura été fourni, de vérifier si réellement on est bien sur un projet criminel. Et pour réussir à déterminer cela, on ne peut pas faire autrement que par une technique d'approche du commanditaire. Pour vérifier s'il s'agit d'une simple rumeur ou d'un vrai projet criminel, les gendarmes envoient l'un des leurs au village. Il se fait appeler Gino et se fait passer pour un homme de main, comme le raconte Sylvain Deleuze, journaliste au Républicain de l'Essonne. Gino apparaît pour la première fois sur le zinc
du café-resto. Et surtout, c'est du style je veux bien un café. Ouais. On m'a dit que quelqu'un cherchait un homme pour un travail un peu spécial. Le gérant acquiesce et en gros, il se retrouve une fois que le service est fini ou que lui a moins de clients au fond de la boutique et on commence à discuter un peu ce qui se passe. À la fermeture, le patron du café demande à Gino de le débarrasser de Gérard. Donc en gros, pour 3 000 €, vous faites quoi, Gino? En gros, c'est ça la question. Le projet criminel semble bien réel. Les gendarmes vont alors voir la victime potentielle pour l'alerter. Le 15 octobre dernier, il est 8h30 quand Gérard entend la sonnette de son pavillon. Il est encore au lit, car il n'attend aucune visite. J'ai mis mon pantalon de jogging, hein, j'ai un t-shirt et puis avec mes pantoufles, quoi. Hein. J'ouvre la porte à 3 gendarmes qui viennent, on se demande pourquoi d'ailleurs. Les forces de l'ordre lui apprennent une nouvelle particulièrement inquiétante. Mais ils expliquent, oui, il y a un contrat sur vous, on voulait vous assassiner, vous casser les jambes, et ils nous demandaient si on avait une idée de qui c'était. Moi, aucune idée. On tombe des nues, quoi. On est à 100 lieues de... C'est pas possible, c'est vraiment du cinéma, quoi. Pour piéger définitivement les deux retraités, les gendarmes demandent l'aide de Gérard. Et ils montent alors un scénario digne d'une série B. La reconstitution du tabassage de la future victime. On m'a maquillé, on m'a fait un visage tête au carré, comme on dit. Et ils m'ont mis des espèces de pastiches ou postiches en gélatine, avec du maquillage comme pour les femmes, je suppose, bleu pour avoir des bleus, du coton dans les lèvres, pour me faire des grosses fausses lèvres bien tuméfiées, du faux sang. Je pense qu'ils m'avaient fait les arcades aussi un peu peut-être ouvertes, de façon à vraiment montrer que j'avais une grosse tête, quoi. Les enquêteurs ont aussi prévu des accessoires dignes d'un plateau de cinéma, comme ces fausses jambes en mousse. Puis après, on a pris un de mes jeans, mes baskets, une paire de chaussettes, et puis on a plié les jambes d'ailleurs, puisqu'on montrait que je ne pourrais plus jamais remarcher de ma vie. Ainsi déguisé, Gérard est prêt pour la photo d'un homme sévèrement passé à tabac en sortant de chez lui. Donc ils m'ont fait allonger ici, c'est-à-dire les jambes de l'autre côté, mes jambes à moi, mes vraies jambes de l'autre côté, mon corps avec le visage tuméfié, une position montrant que j'étais bien groggy, que j'avais perdu la raison. Et en fin de compte, après, ils m'ont mis les jambes assez hautes, une qui était bien pliée, comme ça. Là, c'était a priori super crédible. Gino retourne au café pour montrer la photo, preuve de l'exécution du contrat. Serge, le restaurateur, ne soupçonne rien. Il regarde la photo, constate que le travail a été fait et il donne l'argent promis à Gino. Ok, on s'oublie. Merci. Au revoir. 2 heures plus tard, Serge Dumas est arrêté. Puis c'est le tour d'André, son complice, à la grande frayeur de sa femme, tétanisée par l'arrivée des gendarmes à leur domicile. Ils sont venus le cueillir ici, là, vous êtes là. Voilà. Écoutez, voilà, votre mari va être en garde à vue pour barbarie, et je crois voilà, encore un autre mot, une horreur, barbarie et torture. J'aurais pu avoir une crise cardiaque, mais c'est impensable un truc pareil. Mais ça vous a étonné de votre mari Ah bah bien sûr, bien sûr, j'ai un mari, c'est un amour d'homme. Et ça fait 45 ans qu'on est mariés. Un homme comme ça, il n'y en a pas beaucoup, c'est un type exemplaire, une vie... À Vers-le-Grand, c'est la stupeur et l'incompréhension. Malgré l'arrestation du patron de la brasserie, Jean-Claude Quintard, le maire, lui apporte toujours son soutien. La mairie étant là, la brasserie étant ici, et bon, on est obligé de savoir, parce que si on veut rentrer, à la brasserie, si on veut rentrer à la mairie, on se voit pour ainsi dire tous les jours. Et je ne le vois pas comme un bandit. Je le vois comme un honnête père de famille qui, dans sa vie, il a eu quelques déboires et voilà, c'est tout.
Jacques Bourdet, l'avocat de Serge Dumas, n'avait jamais eu à traiter une affaire pareille. Il est tellement apprécié qu'il faut savoir que lorsqu'il était détenu, sur un village de 2500 habitants, il a reçu plus de 250 lettres de soutien à Fleury-Mérogis. C'est ça qui fait un certain intérêt de l'affaire. C'est quelqu'un qui est sans histoire, qui n'est pas connu de service de police, qui travaille comme un fou dans son restaurant, en se levant, je sais pas, à 5-6 heures du matin et en se couchant à minuit, et qui n'a aucun ennui avec qui que ce soit, et qui va se livrer à une espèce de délire par rapport à cette association de malfaiteurs, sans bien percuter, comme on dit maintenant, les conséquences de ces fantasmes. On est beaucoup plus au niveau des fantasmes que de la volonté réelle de faire mal. Serge Dumas et André Brunier sont condamnés pour association de malfaiteurs à 6 et à 4 mois de prison. Avec les remises de peine, désormais libres, les deux hommes ne se voient plus. Serge Dumas est retourné à Vers-le-Grand. Il a repris son bar. En caméra cachée, nous avons pu l'aborder dans la rue. Il ne nie pas avoir pensé tuer Gérard Broncy, mais il affirme n'avoir jamais voulu passer à l'acte. On avait parlé comme ça au comptoir une fois, bon, peut-être 2 fois, j'en sais rien. Et comment ils l'ont su, j'en sais rien non plus. Mais jamais j'ai voulu faire quoi que ce soit. Il aurait mérité une bonne volée, oui, ça c'est sûr qu'il l'aurait mérité. Vous lui avez dit pourquoi pas, quand même? Oui, c'est vrai, oui, pourquoi pas. Il mériterait une bonne volée, mais c'est tout, sans plus. Hein. Je voulais tout arrêter, moi, de toute façon. Je voulais jamais rien faire de quoi que ce soit. Et vous pouvez me croire, ce que je vous dis, c'est la vérité. La cible sauvée par les gendarmes, Gérard Broncy, se dit encore traumatisé par sa mésaventure. Je ferme ma porte à clé maintenant, alors que je ne la fermais pas avant. Donc même la journée quand je suis là, je ferme ma porte à clé de chez moi. Quand je prends ma voiture le matin qui fait nuit, je regarde s'il n'y a pas quelqu'un. C'est instinctif, je regarde si je ne suis pas suivi en voiture, je fais attention aux motos. Et puis, mais bon, avec le temps, ça va passer, quoi. Gérard vit toujours avec l'ex-femme du restaurateur et est encore en délicatesse avec André. Il évite désormais de se montrer à Vers-le-Grand, où la vie a repris son cours tranquille, avec au centre sa petite brasserie.